Bon retour parmi nous. Aujourd'hui, nous recevons le lieutenant-colonel Daniel Davis, vétéran de combat à 4 reprises et animateur de l'émission très populaire Daniel Davis Deep Dive. Merci d'être de retour parmi nous. Je devrais également préciser que vous êtes le lauréat du prix Ridenhour pour la recherche de la vérité, que vous avez reçu en 2012, après avoir dénoncé la manière dont le commandement militaire avait donné une image trompeuse de la guerre en Afghanistan. J'ai toujours trouvé cela intéressant, car ces fausses représentations ou mensonges qui ont coûté la vie à de nombreux soldats américains et entraîné une guerre longue de 20 ans et coûteuse n'ont en réalité eu que peu de conséquences. Et l'ironie, c'est que ceux qui s'y sont opposés ou qui ont remis en question la malhonnêteté sont souvent punis. J'ai l'impression que nous sommes dans une situation similaire à celle que vous avez connue en Afghanistan. Seule une présentation positive de la guerre en Ukraine semble acceptable. Du moins en Europe, nous voyons surtout des titres suggérant que l'Ukraine est en train de gagner, que l'Ukraine subit peu de pertes, que la Russie en subit beaucoup, que la Russie envoie des vagues humaines. Les lignes de front ne bougent pas vraiment tant que ça, mais on nous dit que les Russes ont pratiquement perdu parce que leurs objectifs n'ont pas été atteints. Et les Ukrainiens, bien sûr, veulent toujours continuer à se battre, ou du moins, c'est ce qu'on nous dit. Mais, vous savez, ce sont les slogans auxquels tous nos politiciens, dirigeants militaires et journalistes doivent adhérer et qu'ils doivent répéter pour prouver qu'ils sont pro-ukrainiens. Pourtant, tous ces éléments de langage servent à maintenir le soutien du public à la poursuite de la guerre et au rejet de la paix. En d'autres termes, ils continuent d'épuiser l'Ukraine, qui en aucune circonstance ne peut espérer améliorer sa situation. En réalité, celle-ci ne fait qu'empirer chaque jour. J'apprécie donc votre honnêteté, et je pense que c'est exactement ce dont nous avons désespérément besoin en ce moment. Mais selon vous, comment les médias échouent-ils aujourd'hui à représenter fidèlement ce qui se passe sur le champ de bataille en Ukraine? Tu sais, Glenn, c'est vraiment général. Ce n'est pas seulement les médias, ce sont aussi les dirigeants à tous les niveaux et ces soi-disant experts qui vont sur les médias occidentaux ou d'autres podcasts pour en parler. C'est tout simplement stupéfiant pour moi de m'asseoir et de regarder tout ce que les gens racontent. Et je parle des plus hauts niveaux. Il y avait, je crois que c'était hier soir sur Fox News, l'ambassadeur américain auprès de l'OTAN, Whitaker, qui est venu et a dit « Eh bien, regardez, bien sûr, la Russie progresse. Bien sûr, la Russie a plus de troupes que le camp ukrainien, et elle gagne du terrain chaque semaine. Mais ce n'est tout simplement pas comme ça que fonctionne l'ordre fondé sur des règles. » Et ensuite, il a expliqué pourquoi nous ne devons pas donner à la Russie ce qu'elle veut. Et j'ai été stupéfait par cela, parce qu'on pouvait voir sur son visage pendant qu'il parlait, c'était comme s'il réalisait que ce qu'il disait contredisait ce qu'il allait dire ensuite, que la Russie est en train de gagner sur le champ de bataille. Ils ont plus de troupes. Trump, hier soir à bord d'Air Force One, a explicitement reconnu que l'Ukraine avait trop peu de troupes, qu'elle mourait en trop grand nombre, et que la Russie est un pays plus vaste avec plus d'habitants. Donc cela ne peut aller que dans une seule direction. Il l'a reconnu. Et pourtant, en même temps, on a Kaja Kallas ce matin qui critique la Russie, parce que, incroyablement, il n'accepte toujours pas un cessez-le-feu inconditionnel. Et il ne montre aucune preuve qu'il traverse, comme ces fichus mauvais types, etc. Donc cela devrait justifier que nous continuions sur cette voie. Mais Glenn, le problème, tu l'as évoqué il y a un instant, c'est que lorsque les gens disent toutes ces choses, tout ce qu'ils font, c'est poser les bases pour garantir que l'Ukraine perdra militairement et qu'elle perdra à un coût bien plus élevé que l'accord peu reluisant, que, pour une raison quelconque,
La Russie est encore sur la table. Je reste surpris que la Russie soit encore, même à ce stade disposée à dire « nous aurons un règlement négocié ». Même maintenant, selon les conditions qui ont été établies en juin de l'année dernière, les plus récentes auxquelles il continue de se référer, elles sont draconiennes et défavorables à l'Ukraine. Mais elles impliquent tout de même 4 oblasts, la démilitarisation, la dénazification et d'autres éléments. Pas d'OTAN, pas d'OTAN. Et ce sont des choses qu'ils disent ne même pas vouloir envisager. Donc soit vous acceptez cet accord, soit vous acceptez celui où ils continuent d'avancer, ce que le président Trump a reconnu qu'ils ont la capacité de faire, et que l'ambassadeur américain auprès de l'OTAN reconnaît également qu'ils en ont les moyens, et qu'ils le font. Et pourtant, je viens de voir les informations quelques minutes avant notre passage à l'antenne, et c'était, je crois, vers 18 heures, heure d'Europe de l'Est. Tout récemment, Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, est revenu sur un sujet qui aurait dû être écarté depuis des années, en déclarant que personne n'a de droit de veto sur l'adhésion à l'OTAN, y compris pour l'Ukraine. C'est comme agiter un chiffon rouge devant un taureau lancé à pleine vitesse. Les Russes ont dit que c'était précisément la question à l'origine de la guerre, la cause fondamentale dont ils ne cessent de parler. S'il fallait n'en retenir qu'une, ce serait celle-là, l'OTAN en Ukraine, ce qui les a conduits à la guerre. Jens Stoltenberg, l'ancien secrétaire général de l'OTAN, je crois que c'était en décembre 2023 ou peut-être en décembre 2022, a reconnu ouvertement que oui, Poutine avant la guerre avait dit que si l'on retirait l'OTAN de la table, il n'attaquerait pas, mais que si on la maintenait, il le ferait. Et bien sûr, nous n'avons pas signé cela. Vous vous souvenez peut-être qu'il l'a dit de manière célèbre. C'était aussi Stoltenberg qui, je crois, en décembre 2021 ou peut-être en janvier 2022, donc avant le début de la guerre, a de nouveau déclaré « Personne n'a de droit de veto sur qui rejoint l'OTAN. Nous prenons nos propres décisions. » Et c'est ce que Rutte a dit aujourd'hui, en ce jour même, sachant parfaitement comment la Russie avait réagi la dernière fois et comment elle réagira cette fois-ci. Je ne peux qu'en conclure, et dites-moi si vous avez une autre interprétation, que c'est l'Occident qui cherche délibérément à empêcher le président Trump de mettre fin à cette guerre. C'est ainsi que je le vois. Je ne sais pas comment l'interpréter autrement, puisque ce sont des choses connues qui sont antithétiques à la Russie, et qu'ils ont le pouvoir de continuer. L'Occident veut la guerre. Je veux dire, je ne vois pas d'autre façon de le dire. Cela n'a vraiment pas beaucoup de sens. Ce serait comme dire que les États-Unis ne devraient pas avoir leur mot à dire sur le fait que la Russie installe des missiles au Mexique. Parce que ce n'est pas leur pays. Ils n'en ont pas le droit. C'est une règle très étrange qui n'a jamais vraiment été appliquée. En matière de sécurité internationale, si l'on veut réduire la compétition sécuritaire, le principe de sécurité indivisible doit primer. Autrement dit, si l'on cherche à renforcer la sécurité russe ou mexicaine en plaçant des missiles au Mexique, on affaiblit celle des Américains. Ce n'est pas le chemin vers la paix. Et je pense que la seule chose, eh bien, cela fait 30 ans que nous faisons cela, c'est que nous avons essayé de créer une Europe où la Russie n'a pas de place à la table. L'hypothèse est que si un pays n'a pas voix au chapitre dans les principales institutions européennes, c'est-à-dire l'UPERM et l'OTAN, alors il n'a pas son mot à dire dans les affaires européennes et qu'il finira simplement par disparaître. Mais c'est là tout le problème. Si l'on ne donne pas à une grande puissance une place dans les institutions, elle s'affirmera militairement. Et pourtant, il continue de le dire. C'est assez incroyable. Et comme vous l'avez suggéré, il ne s'attaque pas non plus à la source du conflit. C'est très étrange que l'élargissement de l'OTAN ne soit même pas un sujet. Il est traité comme de la propagande russe.
Mais comment comprendre la proposition de paix de Trump alors? Parce qu'il semble que Trump soit prêt à faire certaines concessions envers l'Ukraine et les Européens. Mais ce faisant, ne s'éloigne-t-il pas encore davantage de tout ce qui pourrait être acceptable pour les Russes? Eh bien oui, quand on regarde les 28 points que Trump a également qualifiés hier soir à bord d'Air Force One, de simples points de départ, c'était juste l'entrée initiale dans les discussions, ce qui est acceptable en soi. Il faut bien commencer quelque part. Alors, pourquoi pas là? Je veux dire, 28 points posés sur la table, c'est une position diplomatiquement valable tant qu'on comprend que les deux parties auront leur mot à dire et que tout dépendra du nombre de ces points qui seront déplacés dans un sens ou dans l'autre, selon la partie capable d'imposer sa volonté à l'autre. Et cela repose pratiquement à 100%, enfin peut-être pas 100, mais disons 90%, du côté russe ici. Donc si l'on part de ces 28 points et qu'on se demande, très bien, que peut-on faire pour amener les deux parties à un accord? Tu sais qu'il va falloir déplacer la plupart de ces 28 points en direction de la Russie, à l'avantage de la Russie, parce qu'elle a en gros un droit de veto sur tout mouvement dans l'autre sens. J'en ai relevé 6 principaux parmi ces 28 auxquels la Russie ne consentirait jamais. Et maintenant, apparemment, dans ce nouvel ensemble de 19 points que Zelensky a présenté hier, il a dit que la liste avait été réduite à 19. Beaucoup de points ont été échangés. Donc un certain nombre des 28 originaux ne sont plus là. Et maintenant, il y en a 19, plus favorables à Kiev. Eh bien, si les 28 n'étaient pas acceptables pour la Russie, les 19 ne le seront certainement pas. On semble donc aller dans la direction opposée. Si la paix est réellement l'objectif, si mettre fin à la guerre par la négociation est le but, alors nous allons dans le mauvais sens. Cela nous ramène donc à Trump. Que va-t-il faire maintenant? Il semble être celui qui a lancé cette affaire. C'est lui, avec Witkoff et apparemment Jared Kushner, qui ont élaboré ces 28 points. Puis ils ont commencé cela. En gros, ils ont mis en place une voie de négociation avec Kirill Dmitriev. Ainsi, en dessous du niveau officiel, cela permet à chaque camp de garder une dénégation plausible pour accepter ou rejeter la proposition et dire « Eh bien, cela ne vient pas des canaux officiels, etc. » Mais c'est là que tout a commencé. Et encore une fois, c'est acceptable aussi. C'est en quelque sorte ainsi que la diplomatie a fonctionné par le passé. Mais le président Trump doit savoir, et il l'a reconnu hier soir, qu'il comprend qu'il n'a pas, sur le plan militaire, le levier nécessaire pour imposer la conformité du côté russe. Il ne l'a pas. L'Occident ne l'a pas. L'Ukraine ne l'a pas. Donc s'il le reconnaît et qu'il admet que l'Ukraine dit cela, que les dirigeants européens disent ceci et que les dirigeants de l'OTAN disent d'autres choses, tout cela signifiant un déplacement encore plus marqué du côté de Kiev, alors il a un choix à faire. Je dirais d'accord, vous êtes confronté à un ensemble étrange de réalités qui ne correspondent pas à ce qui se passe réellement sur le terrain. Vous êtes seul. Je ne vais pas cautionner un échec continu, un échec garanti, avec quelque chose qui ne peut pas fonctionner. Voici ce que je propose. Soit vous l'acceptez, soit vous trouvez une autre solution, car je ne participerai pas à quelque chose voué à l'échec. C'est ce qu'il devrait faire. C'est ce qu'il aurait dû faire en janvier de cette année, et une demi-douzaine de fois entre-temps. La question est, va-t-il le faire maintenant? Et je vais te dire, Glenn, la dernière fois que nous nous sommes retrouvés dans cette situation, dans des circonstances presque identiques, c'était à Anchorage, en Alaska. Les Russes pensaient, et Sergei Lavrov l'a dit explicitement il y a 2 jours, qu'ils avaient une bonne entente entre Poutine et Trump lors de cette rencontre sur leurs conditions et sur la manière dont cela pourrait se terminer. La position de la Russie n'a jamais changé. Elle n'a pas changé maintenant. Elle ne changera pas. Donc Trump ne l'a pas reconnu et il a étrangement déclaré ensuite
Je pensais que nous avions un accord à 5 reprises. Eh bien, la seule façon de penser que vous aviez un accord, c'est si vous aviez accepté les conditions russes, car eux ne céderont pas. Donc cela ne s'est évidemment pas produit. Tout le faste et le cérémonial autour de l'Alaska sont passés. Rien n'a changé. Allons-nous nous retrouver dans la même situation cette fois-ci? Parce que les mêmes dynamiques existent. Trump a dit qu'il voulait la paix. Il a mis quelque chose sur la table. Les Russes auraient apparemment répondu en coulisses et Witkoff pourrait se rendre à Moscou la semaine prochaine pour parler à nouveau avec Poutine. Mais il ne fera que répéter les mêmes choses qu'il avait dites à Trump en août. Trump dira-t-il alors, « Très bien, l'Europe et l'Ukraine, vous ne voulez pas jouer le jeu. J'ai fait tout ce que je pouvais. Je ne peux pas vous empêcher de commettre un suicide national. Allez-y, nous n'allons pas suivre cette voie. » Ou fera-t-il comme après l'Alaska, simplement hausser les épaules et continuer comme si de rien n'était? Dans ce cas, tout comme en Alaska, toute cette agitation continue. Cela s'effacera simplement comme si rien ne s'était passé. Et nous reviendrons exactement là où nous en étions, disons en juillet dernier, ou même il y a une semaine, avant que tout cela ne refasse surface. Je veux dire, c'est vraiment là que nous en sommes. C'est entre les mains de Trump de faire bouger les choses ou de s'en aller et de montrer qu'il est incapable et impuissant à arrêter Zelensky, Mark Rutte ou Ursula von der Leyen. Parce que ce sont eux qui dirigent la situation en ce moment. Il faut être honnête. C'est la réalité, car eux non plus ne cèdent pas. Donc pour l'instant, l'Europe et l'Ukraine ne bougent pas, la Russie ne bouge pas, et les Américains essayent de faire bouger quelqu'un sans aucun succès. Je ne vois pas les choses autrement. Eh bien, le fait est que, si nous revenions au début 2022, à ce moment-là, il y aurait eu un type de négociation très différent. À l'époque, les Russes ne réclamaient que la neutralité de l'Ukraine. Mais bien sûr, après 3 ans et demi de combat, presque 4, les choses ont changé. Désormais, l'avantage est entièrement du côté russe, mais la guerre elle-même a aussi changé fondamentalement. L'OTAN joue un rôle très actif dans tout cela, donc les Russes auront des exigences élevées, et ils sont en position de formuler ces exigences. Pour cette raison, comme vous l'avez dit, ils peuvent imposer la conformité. Mais cela ne semble pas signifier grand-chose en Europe. Ils continuent d'insister, si vous avez vu leurs propositions, ce dont je suis sûr, elles ne reflètent pas la réalité sur le terrain. Ils n'ont aucun levier. Alors, comment sont-ils censés obtenir la signature de la Russie sur cet accord? Et Glenn, permets-moi d'ajouter une autre chose ici, car je pense que c'est important. Tu as mentionné les conditions qui existaient en 2022, lorsque cela aurait pu être réglé par la négociation, parce que nous avons choisi de ne pas le faire, soit avant le 24 février, soit ensuite à Istanbul. Et nous avions une chance dans les deux cas. La Russie qui existait à cette époque comptait environ 200 000 soldats désignés pour combattre en Ukraine, mais seulement, au départ, pour quelques semaines. Si je comprends bien, à peine 100 000 sont réellement entrés, ce qui n'est pas du tout suffisant pour faire quoi que ce soit dans un pays entier. Et ils étaient répartis sur 5 axes différents. Ils manifestaient, essayant de montrer « Vous ne pouvez pas gagner cette guerre, donc il n'y a aucune raison de la mener. » C'était donc l'espoir des Russes. C'était une erreur, car ils n'avaient qu'un seul plan. Ils n'avaient pas de plan B doté de ressources, et ils en paient le prix depuis. Mais maintenant qu'ils l'ont payé, ils ont construit une armée bien plus puissante qu'en 2022. Et l'OTAN en est à peu près au même point qu'en 2022. De plus, les Russes disposent désormais de l'expérience, des capacités, des doctrines qu'ils ont apprises, de la manière dont ils ont appris à combattre, et des drones, au niveau stratégique, opérationnel et tactique,
ainsi que de toutes les différentes variantes qui en découlent. Mais ils disposent désormais aussi du missile avant-garde. Ils ont le Burevestnik, en gros, un missile de croisière sans fin, et ainsi de suite. Ces bombes planantes qu'ils possèdent maintenant, ils ne les avaient pas du tout au début. Et il existe à présent une nouvelle version avec presque le double de portée. Cela rend les forces aériennes russes, elles n'ont même plus besoin de s'exposer au danger. Elles peuvent simplement voler en toute impunité dans un espace aérien qu'elles contrôlent entièrement, et le camp ukrainien est impuissant. Tous ces éléments jouent en faveur de la Russie. Leur force globale est désormais environ 50% plus importante qu'avant, environ 1,5 million actuellement, contre moins d'1 million au début de la guerre. Donc, tout ce que nous avons fait, toutes les dynamiques qui existaient lorsque nous n'avions pas de négociations au début de 2022, sont maintenant profondément pires pour notre camp. Et à cause de toutes ces sanctions, nous avons rendu la Russie moins vulnérable à l'influence occidentale. Donc vraiment, quelle que soit la manière dont on le calcule, nous nous sommes rendus comparativement plus faibles que le camp russe, ce qui devrait signifier que nous avons d'autant plus de raisons en ce moment de parvenir à un règlement négocié, de retirer cela de la table et de mettre fin à ce déséquilibre qui continue de jouer contre nous. Mais au lieu de cela, nous agissons comme si nous étions encore, je ne sais pas, en 1991. J'ai du mal à comprendre. Oui, tu as raison, parce que non seulement les Russes sont devenus beaucoup plus forts, mais ils ont en quelque sorte vidé de son sang toute l'armée ukrainienne, son équipement, sa main-d'œuvre. Mais aussi, en 2022, les entrepôts d'armes de l'OTAN étaient pleins. Maintenant, ils sont vides. Et enfin, les lignes défensives. Les Ukrainiens les avaient préparées au cours des 8 dernières années. Et aujourd'hui, la plupart sont entre les mains des Russes. Donc tout l'avantage a été perdu. Et maintenant, bien sûr, alors que la situation se détériore, on insiste toujours sur le fait que tout traité de paix doit être une capitulation de la Russie, parce que c'est l'agresseur et le méchant. C'est la logique qu'on entend aujourd'hui. Mais qu'est-ce que ça signifie? Que prédises-tu? Je sais qu'il faut être prudent quand on fait des prévisions, mais cela se résoudra-t-il par la diplomatie ou sur le champ de bataille? Oui, je veux dire, on ne peut pas prévoir, parce que la nature humaine, les choses peuvent changer en un instant. Je veux dire, regardez le président Trump et comment, lorsque le maire de Blasio a été élu à New York, au début il disait « c'est une personne horrible, c'est un communiste ». Et puis tout d'un coup, les voilà en train d'avoir une sorte de lune de miel virtuelle à la Maison-Blanche, un peu plus tard. Donc Trump peut changer d'avis très vite. Les choses peuvent évoluer, mais nous devons faire une évaluation en fonction de la situation actuelle, de la direction que les choses prennent, et de ce que les ressources et les fondamentaux indiquent sur la trajectoire possible. Et voici l'éventail des possibilités. Premièrement, parlons d'abord de ce qui ne peut pas arriver. L'Ukraine ne peut pas gagner. L'Ukraine ne peut pas empêcher la Russie de l'emporter. Point final. Je veux dire, il y a des années, j'ai dit que l'Ukraine ne pouvait pas gagner. Et ensuite, cela a évolué vers l'idée que l'Ukraine ne peut désormais pas empêcher de perdre, parce que la Russie a la capacité et certainement la volonté de continuer. Voilà donc le premier point. Peu importe d'où l'on veut partir, il faut partir du principe que l'Ukraine perdra la guerre, à moins qu'un règlement négocié ne soit trouvé. Et je parle bien d'une défaite militaire. S'il n'y a pas de négociation, ils n'obtiennent rien, ne peuvent rien exiger. Ils reçoivent simplement les conditions de reddition, où ils sont anéantis. Point final. Je veux dire, ce serait une victoire militaire totale. La Russie a la capacité, le temps et la patience pour y parvenir. Maintenant, là où nous en sommes, si le président Trump se lève et se prépare, comme on dit, et déclare simplement « Très bien, j'ai pris une décision, c'est comme ça, vous vous ralliez ou je m'en vais »,
Et bonne chance à vous pour perdre cette guerre, car c'est ce qui va se passer. Il pourrait dire cela et il pourrait être ouvert et honnête à ce sujet. Et cela mettrait alors une pression énorme sur l'Europe pour qu'elle reconnaisse qu'elle ne peut pas gagner et qu'elle ne peut pas réussir. Il pourrait alors dire très bien, nous allons devoir conclure un accord négocié peu reluisant car il n'y a pas d'autre alternative ici. Ou bien, ils seront guidés par l'arrogance, la présomption et l'hubris et diront « Oh oui, nous pouvons le faire sans vous, l'Amérique. Ce sera plus difficile, mais nous pouvons encore y arriver. Regardez. » Et alors eux-mêmes seront réduits en poussière et l'armée ukrainienne sera littéralement détruite et anéantie. Toute la virilité dont l'Ukraine aura besoin, même s'il ne reste qu'un État résiduel pour survivre après cette guerre, va être perdue. Et déjà, je pense qu'elle est à 0,88 de capacité de remplacement, alors qu'il faut 2,1 simplement pour maintenir la population à l'avenir. Ils sont à 0,88 en ce moment. Donc ils sont en train de mourir en tant que nation à cause de tout cela. Félicitations OTAN. Félicitations Union européenne. Beau travail pour avoir permis le suicide de l'Ukraine, car c'est bien ce que c'est jusqu'à présent. Voilà donc la question. Trump tiendra-t-il bon et exigera-t-il cela en mettant la responsabilité sur l'Europe? Ou bien Trump fera-t-il comme il l'a fait en Alaska, hausser les épaules, passer à autre chose, ne rien faire et ne marquer aucun point? C'est ce que l'Europe prévoit. C'est clair pour moi, surtout avec les déclarations de Mark Rutte aujourd'hui, d'Ursula von der Leyen, de Kaja Kallas, et si l'on ajoute Emmanuel Macron à cela, la veille, il parlait de la nécessité d'avoir des garanties de sécurité et tout ce genre de choses. Donc toutes ces personnes s'attendent encore à ce que Trump cède à nouveau. C'est ce qu'ils attendent. Et si cela se produit, alors la Russie dira simplement « Vous ne nous laissez pas le choix. Nous ne voulons pas d'un accord négocié désagréable, selon la manière dont vous pourriez l'interpréter, mais en l'absence de cela, la seule option est que nous continuons et que nous n'avons pas ralenti. » Nous allons simplement continuer à marcher vers l'ouest, jusqu'à ce que nous prenions tout ce que nous voulons, puis nous vous dirons simplement quelles sont les conditions à la fin, sans aucune contribution de votre part. Voilà où nous en sommes. Et donc vous demandez ce que je pense être le plus probable. Je pense que le plus probable, c'est que Trump cède, que la Russie hausse les épaules et continue simplement sa marche vers l'ouest pendant que les soldats ukrainiens continuent de mourir. Et ensuite, je ne sais pas, j'imagine que les Européens vont simplement dire « Eh bien, nous avons essayé », et ils rejetteront la faute sur tout le reste du monde, et ainsi de suite, tout en continuant à se poser en victime. Mais cela ne changera pas le résultat concret. Ils peuvent enjoliver la situation autant qu'ils veulent. Mais ils condamnent l'Ukraine à mort. Oui, non, ça semble clairement être le cas. Je suis d'accord, cela dit. On dirait bien que les Européens et Zelensky ont pris cette décision, ne jamais dire non à Trump, quelles que soient les circonstances. Il faut simplement dire à quel point ces propositions sont formidables, à quel point l'initiative est excellente, que c'est un homme de paix. Et puis en même temps, nous devons simplement apporter quelques modifications au document. En gros, annuler toutes les exigences imposées à l'OTAN et à l'Ukraine, et sa demande sera alors adressée à la Russie. Ce que tu dis là est vraiment important, et je veux rebondir dessus. Tu vois, ces dirigeants en Europe et Zelensky ont vraiment appris à gérer Trump. Ils le couvrent d'éloges, vantent ses grandes réalisations, ou peu importe, tout en agissant de manière à le contourner et à le saper. Il continue à aller dans une direction qui ne peut que mener au sabotage de ses opérations et de cet espoir de paix. Et tu sais, Trump semble ne pas s'en rendre compte, ou ne pas vouloir les confronter à ce sujet.
J'ai l'impression cependant que certaines personnes à Moscou s'inquiètent de ce qu'une fin prématurée de la guerre pourrait signifier. Je pense à cet article qu'Edward Luttwak a écrit en 1989, intitulé « Give War a Chance ». Il y soutenait essentiellement que de nombreux efforts visant à arrêter les guerres trop tôt, par des cessez-le-feu, des opérations de maintien de la paix ou autres, finissent en réalité par les prolonger plutôt que de les terminer. Car, en général, une guerre se termine lorsqu'un camp a remporté une victoire décisive. Et oui, il ne prônait pas la guerre, ni ne disait que c'était une bonne chose, mais il estimait que tous ses efforts pour l'arrêter trop tôt pouvaient finalement la prolonger. Et bien sûr, du côté européen, cela semble plus ou moins intentionnel. Arrêter la guerre maintenant pour ne pas pouvoir la mener plus tard. Bien que je soutienne qu'il y ait une certaine validité à ce concept, il s'applique généralement au camp qui est en position d'avantage. Vous ne voulez pas arrêter votre guerre trop tôt. Cela pourrait donc être un message pour la Russie. Ne vous arrêtez pas avant d'avoir atteint vos objectifs réalisables. Sinon, vous pourriez finir par devoir la reprendre plus tard. On peut certainement regarder la Première et la Seconde Guerre mondiale. La fin de l'une a en quelque sorte préparé le terrain pour l'autre. Il y a une part de vérité là-dedans, mais pas du point de vue du camp perdant. Car si vous êtes du mauvais côté, vous voulez que la guerre se termine le plus vite possible, afin d'avoir peut-être une chance d'en mener une autre plus tard. Parce que si vous ne mettez pas fin à celle-ci maintenant, vous ne serez pas là pour en mener une autre. Et c'est là, je pense, qu'il passe à côté de l'essentiel. Permettez-moi de poser une dernière question rapide. Cette guerre, comme vous l'avez dit, concerne en grande partie l'architecture de sécurité européenne. Les efforts visant à créer une Europe sans les Russes, une sorte d'hégémonie collective à travers l'expansion de l'OTAN. Maintenant que tout cela est en train d'exploser, comment voyez-vous l'architecture de sécurité européenne et les conséquences de la défaite de l'OTAN et de l'Ukraine dans cette guerre pour la Russie? Vous savez, c'est l'une des tragédies les plus exaspérantes de toute cette guerre, à mon avis, qu'il aurait pu exister une architecture de sécurité européenne très efficace qui aurait assuré la sécurité de tout le monde. Tout le monde en Europe, l'Europe de l'Ouest, l'Europe centrale, à la frontière avec la Russie, l'Ukraine, la Géorgie. Tout le monde aurait pu bénéficier d'un cadre de sécurité solide si la sécurité de chacun avait été mise sur la table. Vous avez mentionné, au début de cet épisode, que le camp occidental ne voulait même pas inclure la Russie dans quoi que ce soit. Ils ont donc intégré dès le départ dans le système un ayant et un non-ayant, un dedans et un dehors. Ils ont donc presque veillé à ce qu'après la chute de ce qu'on appelait le rideau de fer, nous en construisions rapidement un nouveau, fait d'un autre matériau, mais une division tout de même. Et maintenant, nous avons ce problème. Après la fin de l'Union soviétique, la Russie était affaiblie, moribonde, et youpi, nous pouvions la maintenir à ce niveau. Mais le problème, c'est qu'elle n'allait pas rester à terre. Et elle ne l'a pas fait. Elle est remontée. Nous nous retrouvons donc dans une situation où nous ne sommes plus en 1991. Nous ne pouvons plus dicter les conditions. Nous ne pouvons plus simplement les ignorer. Il faut donc soit revenir en arrière et construire une architecture de sécurité qui ne soit pas à notre avantage, mais au moins viable, soit dire « non, nous aurons notre guerre d'une manière ou d'une autre ». Il va y avoir un conflit entre la Russie et l'Occident. Et vous savez, c'est inévitable. On voit déjà de nombreux pays occidentaux en parler, ils s'y préparent déjà concrètement, ils le disent tout le temps. Et je pense qu'à ce stade, il est aussi important de souligner qu'une partie des forces néfastes en Occident qui souhaitent cela sont celles qui ont besoin d'un ennemi. Et elles ont choisi de maintenir la Russie dans ce rôle. Elles ne voulaient pas,
et ont activement œuvré contre une architecture de sécurité à l'échelle européenne. Elles ne veulent pas de paix sur tout le continent. Elles avaient besoin d'un ennemi sur lequel se concentrer afin de pouvoir renforcer les bases industrielles de défense, ce qu'elles ont réussi à faire. Et tant qu'il y a un méchant, on peut garder tout le monde motivé à continuer de dépenser davantage d'argent. Nous serions désormais, semble-t-il, sur la voie d'un objectif de 5% du PIB pour l'ensemble de l'Union européenne, ou du moins pour l'Europe occidentale, l'OTAN et tous ces pays, garantissant que cette dynamique se poursuive. J'imagine que, dans leur monde idéal, ils resteraient juste en deçà de la guerre, continuant à dépenser de l'argent et à désigner un ennemi maléfique à blâmer. Mais je ne suis pas sûr qu'ils obtiendront ce monde parfait. Je pense qu'ils vont se retrouver dans l'une de ces situations où l'on finit par obtenir exactement ce qu'on voulait éviter, c'est-à-dire une guerre. Et cette fois, cela ne se passera pas comme pendant la Seconde Guerre mondiale. Je pense que nous pourrions bien nous retrouver du côté des perdants si, Dieu nous en garde, cela devenait nucléaire, auquel cas, tout le monde perdrait. Mais si cela restait conventionnel, nous serions actuellement en position de faiblesse et nous perdrions. Non, je pense que c'est exactement ce que la direction de l'UMMM aimerait voir, c'est-à-dire mettre la guerre entre l'Ukraine et la Russie sur un feu doux, simplement pour épuiser progressivement les ressources russes, tandis qu'à l'arrière, les Européens se renforcent. Au lieu de cela, c'est l'inverse qui s'est produit. Les Ukrainiens ont été saignés à blanc, les économies européennes se sont affaiblies, tandis que les Russes se sont renforcés. C'est simplement triste que, comme vous l'avez dit, dans les années 1990, nous avions la possibilité de développer une architecture de sécurité inclusive, fondée sur la sécurité indivisible, où nous prenions également en compte la sécurité de la Russie. C'est en quelque sorte la leçon de l'histoire. C'est ainsi que nous créons la sécurité. Cependant, une fois que nous avons vu l'occasion de viser une paix hégémonique, nous l'avons associée à une idéologie qui disait « Nous n'avons pas besoin d'inclure la Russie. Nous avons des institutions de sécurité interdémocratiques. L'OTAN, l'humain parlé. Vous savez, tout le monde en profite. Elles sont une force pour le bien. » Ainsi, même lorsque l'OTAN et l'UPMM se sont étendus vers les frontières russes, les Russes étaient censés être heureux, car cela devait apporter la stabilité. C'était l'argument. Nous avons mené cette vaste expérience sociale, et maintenant, elle nous a explosé au visage d'une très mauvaise manière, et personne ne veut faire marche arrière. Et tu sais, ironiquement, Glenn, si nous avions conservé cette attitude sans pour autant étendre physiquement l'OTAN, simplement en la maintenant là où elle était, cela aurait peut-être perduré. Ils auraient peut-être pu s'en tirer ainsi. Mais une fois que nous avons commencé, ou plutôt continué à étendre l'OTAN toujours plus loin, puis exiger qu'elle s'étende à l'Ukraine et à la Géorgie en 2008, et qu'en 2022 encore nous répétions la même chose à propos de l'OTAN, et que nous continuons aujourd'hui à le dire en refusant d'écarter cette option. Je veux dire, nous avons presque garanti le conflit. Eh bien, merci beaucoup Dhenu et d'avoir partagé vos réflexions. Toujours un plaisir, Glenn, m'avoir invité.